Maintenant, pour continuer le cheminement que nous avait présenté Thierry tout à l'heure, j'appelle Yves Cazot, directeur général adjoint technologie, innovation et services chez Bouygues Télécom, pour nous parler de processus et d'entreprise 2.0. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci. C'est le bouton vert pour faire passer les slides ? Exactement. Formidable. Et il fonctionne. Il fonctionne. Bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur de parler après Jon Stewart. Donc, je vais vous parler du livre Processus et entreprise 2.0 d'une part, mais je vais essayer de l'adapter au thème de la journée, qui est d'une part l'agilité, donc on va parler d'agilité, et puis un petit peu de la culture service et de l'amélioration continue. Donc pour ça, j'ai 3 parties. On va commencer par poser un peu le décor, c'est-à-dire de définir quels sont les challenges d'entreprise d'aujourd'hui. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais je vais poser des points d'appui pour la suite du raisonnement. Donc, normalement, je ne devrais pas vous perdre. Ensuite, on va parler un peu de Lean Management, façon Toyota. Pourquoi parler du Lean ? Parce que finalement, vous allez voir, c'est une réponse point par point aux défis qu'on aura posés dans la première partie. Et je vais l'illustrer sur le monde du logiciel, parce que si on n'a pas le temps d'introduire la vision Toyota dans sa totalité, c'est plus intéressant de l'appliquer à quelque chose qu'on connaît tous ici, qui est donc le logiciel. Et puis la troisième partie fera un écho, puisque pour relever les défis qu'on va avoir posés, il a besoin à la fois de mieux coopérer, collaborer, mieux tirer plus de valeur des processus de manière agile, mais il y a aussi besoin de mieux communiquer. C'est je pense, un des défis communs des grandes entreprises. Et donc, on va parler dans cette troisième partie de ce qu'on peut tirer de l'approche 2.0 pour relever une partie de ces défis. Alors, le premier postulat en fait, de l'ensemble de l'exposé, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde très complexe. Quand j'ai commencé à travailler sur ces thèmes il y a quelques années, c'était un signal faible. Maintenant, c'est un signal fort. Il y a un numéro spécial de Harvard Business Review qui est consacré. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. On est effectivement dans un monde très complexe à cause de la compétition, à cause du raccourcissement du temps, parce qu'on est passé dans un monde orienté client. Donc, comme dit François Dupuis, on a donné le pouvoir aux clients et ça fait plus de complexité pour les entreprises. Il y a plein de raisons, plein de façons de regarder le sujet. On va admettre ici qu'on est effectivement face au challenge de la complexité, face au défi de la complexité. Alors, 2 conséquences importantes. La première, c'est que dans ce monde de la complexité, donc de la mise en relation des éléments, on a besoin du talent de tous en équipe. Contrairement au monde compliqué, au monde des cathédrales où on faisait de la décomposition et on appelait des spécialistes, le monde complexe est un monde d'équipe où on a besoin de plusieurs talents au même moment. Donc ça, on va y revenir. La deuxième conséquence de la complexité, elle est très bien expliquée par Mintzberg dans son livre Managing, c'est qu'il faut aller résoudre les problèmes complexes là où ils se produisent, par opposition de travail sur les abstractions ou travail sur des PowerPoint, loin du sujet. Alors, dans le monde du Lean Management, ça a un nom, parce que c'est quelque chose qui a été constaté par nos amis japonais depuis de nombreuses années, ça s'appelle aller on the gemba, aller là où ça se passe. Dans le monde anglo-américain, ça s'appelle management by walking around, c'est-à-dire aller voir. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas vous surprendre. Pourquoi ? Parce que dans cette complexité, dès qu'on raisonne sur des abstractions, on cache trop de choses. Les fameuses conditions reproductibles qu'on a apprises à l'école n'existent plus. C'est une autre caractéristique des systèmes complexes. Et dernier point important sur lequel on va rebondir dans la dernière partie, dès qu'on est en présence de cette complexité, en parler devient de plus en plus long et difficile, et ça, on en sait tous quelque chose. Alors, on va parler d'agilité. Là, il y a 2 idées importantes dans ce transparent. La première, elle est que l'agilité, ça s'exprime sur des multiples échelles de temps. L'agilité consiste, pour l'entreprise, à s'adapter en permanence à son environnement. Donc, c'est vraiment cette notion d'adaptabilité, on va dire. Et ça s'exprime à très court terme, donc de manière bien classique. Il faut être agile, c'est aller vite, c'est faire bien du premier coup, c'est vraiment être orienté client. Mais le client, ce n'est pas une cible statique, c'est une cible qui bouge. Donc, il faut être capable de bouger et de suivre la cible. Donc, il faut être en même temps flexible et réactif. Et puis, plus généralement, non seulement le client bouge, mais il évolue. Donc, on doit apprendre à évoluer. Donc, on a toute une dimension d'agilité sur le long terme, essentiellement autour de l'apprentissage.
Alors la deuxième idée, elle est exprimée par le petit dessin qui est là, c'est que c'est pas par hasard qu'on parle d'agilité juste après la complexité. La complexité engendre le besoin d'agilité. Alors la photo, c'est la photo d'un bras robotique à l'université de Tokyo qui est capable de faire des choses assez extraordinaires. Il est capable de jouer au baseball. Alors, je ne sais pas si vous êtes des fans de baseball, mais un bon joueur de baseball, il fait un hit, il tape bien sur la balle 30% du temps, un joueur professionnel. Là, le robot, il est capable de taper sur la balle à 100% des cas. Il est aussi capable d'attraper un œuf lancé en plein vol et de ne pas le casser. Alors, comment il fait ça? Il ne fait pas ça parce qu'il est intelligent. Il fait ça parce qu'il voit le monde à la vitesse de 50 000 images secondes. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire la photo, mais 50 000 images secondes, ça veut dire qu'il voit tout de manière extrêmement ralentie. Et ces algorithmes de contrôle sont extrêmement simples. La grande révolution de ce type de robotique, c'est qu'après avoir passé des dizaines, voire des vingtaines d'années à mettre de plus en plus d'intelligence dans le contrôle, on a mis l'effort sur la perception. Donc ce robot, il est capable de faire des choses géniales, non pas parce qu'il est très intelligent, mais parce qu'il a des possibilités de perception exceptionnelles, et donc il est extrêmement agile. Donc pour lui, l'œuf qui est lancé en plein vol ou la balle qui arrive, il la voit arriver très très lentement, et donc il prend son temps, il ajuste. Voilà, donc c'est une métaphore, bien entendu, mais je trouve que c'est une métaphore puissante. Pourquoi, dans un monde complexe, on a besoin d'être agile. On aurait pu dire que c'est la fin de la beauté de la planification. Alors, 3 autres idées sur la conséquence de la complexité sur la structure de l'entreprise. La première est finalement une déclinaison de ce qu'on apprend quand on fait de l'analyse des systèmes. On apprend qu'un système, pour être robuste, puisqu'on est tous ici pour faire de la production et faire de la fiabilité, il doit avoir 3 caractéristiques. Il doit donner de l'autonomie à ses composants, il doit être adaptatif ou avoir des capacités d'apprentissage, et puis il doit avoir vraiment une distribution de la finalité, il doit avoir un sens, et ce sens est distribué sur l'ensemble du système. Ça amène à renverser le système de management hérité de l'armée depuis 2000 ans du contrôle-commande vers quelque chose que les spécialistes comme Langdon Norris appellent le recognition and response, c'est-à-dire j'ai donné l'autonomie et c'est les acteurs sur le terrain qui vont reconnaître la situation et ils ont la capacité de répondre. La deuxième conséquence intéressante de la complexité, c'est le besoin de tisser des liens faibles. Alors les liens faibles, c'est une idée géniale liée à Mark Granovetter dans les années 70. Il est parti de la constatation que lorsque vous perdez votre emploi, pour en retrouver un, il ne faut pas s'adresser aux gens que vous voyez souvent, ou à vos amis proches, à ce qu'on appelle les liens forts. Les liens forts sont les gens que vous voyez souvent. Il faut s'adresser à ces liens faibles, c'est-à-dire les gens que vous connaissez mais que vous voyez rarement, parce qu'en fait, eux, ils ont beaucoup plus de chances de vous donner des pointeurs intéressants. Cette étude a été reproduite depuis des centaines de fois dans des tas de domaines, et ce qu'il ressort, c'est que finalement, le corollaire d'une loi très classique qui s'appelle l'homophilie, qui est qui s'assemble se ressemble, tous les gens avec qui vous travaillez en permanence, ils ont tendance à être comme vous, le corollaire, c'est que quand vous êtes en crise, quand vous devez sortir du cadre, quand vous devez innover, etc., il faut aller chercher des gens qui ne sont pas comme vous, donc il faut tisser ces fameux liens faibles. Et ça, c'est une leçon pour l'entreprise du XXIe siècle. Et puis le troisième point, c'est la conséquence du robot, c'est-à-dire l'idée que dans un monde complexe, l'énergie passée à préparer le futur, prévoir le futur, planifier, doit être bornée, modérée, et au contraire, il faut avoir une approche que François Julien décrit comme une stratégie chinoise du potentiel de situation. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement de quoi va être le futur, mais je vais travailler sur mon potentiel de situation pour surfer sur le futur, si vous me passez cette expression un peu triviale. C'est-à-dire, dans l'équilibre entre le temps passé à la réflexion et au plan stratégique, au schéma directeur, et le temps passé à développer ses réflexes, le temps passé à faire du wargame, il faut maintenant rééquilibrer un peu l'effort et être beaucoup plus prudent sur notre capacité à prévoir. Voilà, c'est une des conséquences simples de la complexité. Alors pour conclure cette petite intro un peu générale, finalement on peut énoncer que le management scientifique, le taylorisme, a atteint ses limites et qu'il faut inventer un nouveau management scientifique. Je préfère l'appeler ainsi parce qu'il ne s'agit pas de jeter aux orties un siècle de progrès liés au management scientifique. En revanche, la base de l'intuition de Taylor, et on pourrait dire de la pensée de Descartes, c'est que face à un système compliqué, il faut décomposer, spécialiser. Voilà, et quand on est dans un monde complexe, chaque décomposition
impose un coût de coordination, un coût de synchronisation, un coût de transaction, vous l'appelez comme vous voulez, mais si vous avez un processus, plus vous allez définir des spécialistes, plus le temps à passer pour qu'une personne A passe à la personne B augmente. Donc on gagne d'un côté, on perd de l'autre, et la caractéristique du monde dans lequel on est, c'est qu'on passe notre vie à faire des emails, à être en réunion, parce que le temps qu'on a besoin de passer pour se coordonner avec les autres acteurs du processus augmente, au fur et à mesure que la complexité augmente. Et donc on est bien, et j'arrête là sur cette introduction, on est bien dans un monde où il faut réinventer pour l'entreprise des façons de collaborer et de coopérer. Les deux sont nécessaires. La collaboration, c'est lorsque tout le monde fait la même chose, et la coopération, c'est ce que l'on fait la même chose. Donc c'est la même œuvre, coopérer, mais avec des rôles différents. Donc on a bien besoin des deux formes. Alors maintenant, un petit mot sur le lean management, dont je vais essayer de vous convaincre que finalement c'est une réponse à ces nouveaux défis du XXIe siècle. Alors, parler du lean management en quelques minutes est un défi. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais d'abord massacrer le sujet en un slide. Et puis après, je vais essayer de vous donner des exemples. Donc, essayez de vous... Comment on peut décrire le lean en une slide? On part d'un processus. Voilà. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on se met dans les pieds du client, dans les souliers du client, et on élimine tout ce qui n'apporte pas de valeur. Donc dans le monde japonais, ça s'appelle éliminer le muda. Le muda, c'est vraiment tout ce qui n'apporte pas de valeur au client. Quand on a fait ça, on devient obsédé de la simplification de l'exécution du processus. Alors l'ordre est très important, si on le fait dans le mauvais ordre, ça ne marche pas. On va chercher, alors là c'est de l'anglais, désolé, on va streamliner, à rendre le processus le plus fluide possible. Et pour ça, on a un certain nombre d'astuces, de techniques. On va essayer de faire des petits lots, on va se débarrasser de tous les stocks intermédiaires. Quand on a fait ça, à ce moment-là, on inverse le sens de pilotage du processus. Et alors surtout, on le fait ici aussi, l'ordre est fondamental. Si on essaie d'inverser l'ordre avant d'avoir fait toute la simplification, c'est un cauchemar absolu. Donc inverser, ça veut dire qu'au lieu d'être en push, c'est-à-dire que le contrôle consiste à dire quand j'ai fini ma tâche, je la passe au voisin et ça se propage dans le même sens que le sens du temps, on fait du pull, et on dit finalement, en permanence, le contrôle est fait par la demande client, et c'est elle qui déclenche, en marche arrière, les actions dans le processus. Et puis quand on a fini tout ça, on fait du lissage, et on fait en sorte que ce processus tourne sans à-coups, alors avec plein d'astuces un peu compliquées, pour faire que le rythme soit le plus régulier possible. Alors là, c'est la vision plomberie. Il y a tout un kit qui est philosophique, le lean correspond à une philosophie du travail, où on va retrouver tout ce que je vous ai raconté avant. Le fait d'aller sur le terrain, de chercher les causes profondes, donc de ne pas essayer de réparer les symptômes, mais bien d'aller faire ce qu'on appelle les 5 pourquoi, la source profonde des problèmes, de travailler en équipe et de faire du Kaizen. Alors, c'est pas forcément convaincant, donc, parce que c'est très très rapide. Alors, pourquoi ça marche? D'abord, la première chose qui est importante qui est au milieu, c'est qu'effectivement ça marche. J'aurais pu faire l'exercice totalement autrement et essayer de vous convaincre pendant 4 ou 5 slides que les entreprises qui déploient ces méthodes ont des résultats spectaculaires. Pour ça, il y a plein de très très bons livres. Et moi, le mien n'est qu'un résumé des autres. Mais donc, il y a plein de très bons livres pour aller voir des exemples d'entreprises qui ont fait des choses extraordinaires avec ça. Il y a 2 caractéristiques dans le schéma qu'on a vu avant. C'est d'une part, l'ensemble du temps doit être du temps travaillé. On va éliminer tout ce qui n'est pas du temps travaillé. Et puis après, le temps travaillé doit être utile au maximum. Et quand on applique tout ça, on obtient des process qui sont plus pertinents pour le client, c'est la première source de valeur, plus économiques parce qu'on élimine du gaspillage ou de l'utilisation des ressources sous-optimales, mais surtout, c'est le plus important, des processus qui sont plus agiles, puisque c'est le thème de la journée. C'est ça l'idée géniale de Taiichi Ohno. Taiichi Ohno est rentré, c'est le père du Lean, il est rentré dans l'usine Toyota dans fin des années 40, il a dit cette usine est organisée pour les machines. Elle a été pensée pour que les machines travaillent le mieux possible. En passant, moi j'ai été éduqué sur les bancs de l'université, j'ai reçu des cours de recherche opérationnelle et on m'a appris pour optimiser une usine, on repère les machines critiques et on améliore leur taux d'utilisation. Donc c'est comme ça qu'on faisait les usines à cette époque-là. Et Taiichi Ohno a eu l'idée assez géniale de dire finalement on va réorganiser tout, on va donc être inefficace du point de vue machine, on va être efficace du point de vue du client, on va favoriser l'agilité. Et il faut bien 40 ans d'expérience pour se convaincre que c'est effectivement ce qui marche. Alors j'ai été introduit comme un technologue. Alors je vous ai fait un slide de geek, mais je vais pas vous le faire. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, s'il y a des
curieux dans la salle, je pourrais essayer de vous convaincre que le Lean fonctionne en m'appuyant sur la théorie des files d'attente, les réseaux de Jackson, et puis un petit peu de système complexe. Donc on zappe tout de suite, parce que j'ai pas envie de vous perdre. Mais c'est pour dire, effectivement, on peut essayer de comprendre le Lean. Mais alors, on ferait une erreur fondamentale, parce que le Lean est avant tout, ma casquette technologue, je l'oublie tout de suite, je la prends et je la jette. Le Lean est avant tout une aventure humaine. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre dans la suite de l'exposé. Le Lean est une aventure humaine. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les travaux de Daniel Pink. Daniel Pink fait plein de vidéos extraordinaires sur la motivation. Son bouquin s'appelle Drive, je vous le recommande chaleureusement. Il nous dit, finalement, pour motiver les individus, il faut leur apporter de l'autonomie, le mastery, le sens du progrès journalier sur ce qu'ils font, et le purpose, le sens de faire que chacun participe à quelque chose de plus grand. Et la philosophie Toyota, c'est 40 ans avant Daniel Pink, exactement ça. Donc c'est ça le message principal de l'exposé, c'est que ce n'est pas un sujet de technologie, c'est vraiment un sujet d'aventure humaine et de vision humaniste de l'entreprise. Alors, pour le rendre concret, je vais vous l'appliquer au logiciel. Et je vais m'appuyer sur l'excellent livre de Mary Popendick qui parle de Lean Software Development. Et vous allez retrouver des choses que vous connaissez déjà, soit dans les méthodes agiles, soit dans du Scrum, soit dans d'autres choses. On n'est pas dans la révolution, on est juste dans un assemblage, un peu à la façon utile, de bonnes pratiques sous forme de livres. Première idée, faire bien du premier coup. Ça, c'est très important parce qu'on assimile souvent à agile, à rapide, à vite fait, mal fait. Et comme je fais très souvent itératif, c'est pas grave, je corrigerai derrière. La première idée du Lean Software, c'est non, on va faire bien du premier coup. Et puisqu'on veut aller vite et faire bien du premier coup, on va en faire moins. On va faire, par contre, ce qu'on fait, on le fait bien. On met le client sur place. Donc, non seulement on écoute le client, mais en fait, il vient sur place. Donc là, on retrouve des fondamentaux des méthodes agiles ou de Scrum en particulier. Donc le client doit être disponible et il doit être au cœur du processus de développement logiciel. On teste dès que possible. Ça, c'est l'application vraiment des principes du Lean et du Pull au process de développement. Donc, on fait les tests unitaires le plus vite possible, hein, dans la grande tradition de l'extreme programming. On fait les tests clients le plus tôt possible. Et je vous reparlerai tout à l'heure brièvement du très bon livre d'Eric Ries qui s'appelle The Lean Startup, qui est vraiment tout un livre qui observe les startups qui ont réussi aux États-Unis et qui montre l'importance de pouvoir faire les tests clients le plus tôt possible. Autre idée tirée du Lean, c'est le time boxing, c'est le fait de travailler par petits lots et d'utiliser la puissance de mobilisation et d'engagement qu'apporte le défi et le temps court. On sait tous que pour réussir des grandes choses, il faut arriver à fractionner sur des temps courts. C'est le seul qui permet de mobiliser et d'obtenir l'engagement nécessaire. On va retrouver le Kaizen, donc vraiment la pratique de l'amélioration continue, donc je dirais la suite de Deming et du Plan Do Check Act, mais avec cette culture un petit peu japonaise du rituel. Un autre principe très important est celui de se dire on va se débarrasser des attentes. En fait, ce qui est frappant quand on observe le développement logiciel dans une grande organisation, c'est les gens passent leur temps à s'attendre. Ils travaillent en mode asynchrone, ils utilisent beaucoup les boîtes mail comme comme objet pour se passer les jalons, les milestones, et tout ça, ça produit un process qui fonctionne très bien, mais avec beaucoup de temps d'attente. Et une des obsessions du Lean, c'est de se débarrasser de ce temps d'attente, de minimiser toutes ces ruptures, parce qu'elles sont source d'inefficacité, et ça, tous les gens qui ont pratiqué ces méthodes ont constaté la puissance de cette approche. Pour faire ça, on s'appuie sur la synchronicité, qui est vraiment le monde industriel d'avant était un monde asynchrone. Moi, je reviens toujours sur les bancs de l'école, on m'a expliqué que pour des systèmes robustes, il fallait s'appuyer sur la puissance des systèmes asynchrones. Le monde du Lean, le monde agile, est un monde synchrone où tout le monde travaille sur peu de choses, mais en même temps. Alors, on utilise des tas d'outils, on utilise du management visuel, dont je vais reparler, on utilise des stand-up meetings, on utilise la notion de takt time. Tout ça, c'est pour s'assurer que, comme dans un orchestre, on a tous la même partition avec le même tempo, le même temps. Alors quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en fait j'avais commencé à avoir cette intuition à l'époque où j'étais DSI, bien avant de connaître le Lean, c'est de donner dans le processus de développement la priorité à l'aval. Et dire chacun est au service de la personne qu'il suit dans le processus. Et donc dans notre processus de développement, la personne la plus importante est l'ingénieur de production. Ensuite vient l'intégrateur, ensuite le développeur, ensuite l'architecte et ensuite la conception. Alors que très naturellement dans notre hiérarchie de valeurs, héritée de nos grandes écoles et notre vision, celui qui conçoit est forcément plus intelligent que celui qui développe, etc.
là, le Lean propose vraiment un renversement des valeurs. J'ai pas mis le manager est tout au bout de la chaîne. En fait, il est réellement au service de tous. C'est extrêmement puissant et ça me mène naturellement à ce que je dirais en conclusion, ça prend du temps. Pour faire changer les mentalités, ça prend du temps. Donc, dans un processus qui fonctionne de manière pool, effectivement, on ne fait les choses qu'au bon moment, et le bon moment est déterminé par celui qui vous suit dans le process. C'est vraiment que chacun est au service du suivant. Le management visuel est quelque chose qu'il faut pratiquer pour comprendre à quel point c'est puissant. C'est quelque chose d'assez simple. On consiste à avoir des salles projets ou des lieux sur lesquels on utilise les murs comme outil de partage et de synchronisation, mais c'est très difficile de vous convaincre juste avec un slide. Et puis un dernier mot sur la simplicité. On a déjà parlé pas mal de simplicité. Effectivement, le Lean Software prône la simplicité comme réponse à la complexité. Et ça, ça mériterait presque un exposé à soi tout seul, donc j'en dirai pas plus, parce qu'il y a un côté un peu paradoxal de cette affirmation. Alors, pour faire une transition avec ma dernière partie, je voudrais vous donner un exemple un peu plus précis, qui est l'exemple de la culture DevOps. DevOps, c'est une des cultures intéressantes qui se développe et qui est vraiment dans cette mouvance du Lean Software. Donc DevOps, c'est un mouvement qui cherche à unifier des pratiques développement-opération, donc casser la barrière développeur-exploitation, avec un certain nombre de principes qui sont en premier lieu tournés vers le cloud programming, mais qui finalement sont extrêmement généraux. Le premier consiste à dire qu'il faut construire son parc matériel pour qu'il ait la même souplesse d'action que si c'était que du logiciel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter la phrase en anglais, c'est « infrastructure as code ». C'est vraiment traiter, c'est avoir outillé tout son parc pour pouvoir après, par logiciel, générer, alors automatiser le plus possible. Vous voyez bien où on veut en venir, c'est vraiment aller encore plus loin dans cette recherche de l'automatisation, gérer les installations et les configurations, gérer les versions, tout ça de manière purement logicielle, donc en ayant fait un énorme travail d'automatisation et de pilotage. Deuxième grand principe, qui est vraiment dans une vraie philosophie Lean, c'est d'aller jusqu'à la mise en production continue. Des bonnes recettes de progrès des 10 dernières années, ça a été la notion d'intégration continue dans ce qu'on a appelé des software factories, des usines logicielles où on est capable tous les jours de recompiler, reproduire, remasteriser pour que finalement on évite l'effet tunnel et qu'on découvre les problèmes d'intégration trop tard. Le DevOps va jusqu'au bout et nous présente des exemples, alors comme il y en a tout plein. Facebook fait des dizaines de mises en prod par jour sur les mêmes systèmes. Alors pourquoi on cherche à faire ça? Ce n'est pas juste un feat of engineering, c'est parce que on est capable, d'une part, cette exigence pousse à aller très loin dans l'automatisation, donc et dans la montée en qualité qui va avec. C'est ce qui offre cette capacité à faire de l'innovation continue. Donc je fais de nouveau référence au Lean Startup, c'est-à-dire que si on a cette capacité à faire de la mise en production permanente, on va pouvoir tester des choses, faire du A/B testing, mettre en place des cycles d'apprentissage très, très rapides. Et on va donner à l'entreprise cette véritable agilité. En fait, si l'agilité logicielle s'arrête au test, à l'intégration, de toute façon, il y a un moment où on est frustré. Donc pour être agile jusqu'au bout, il faut aller agile jusqu'aux opérations. Et le troisième pilier de DevOps, qui donc fait mon introduction sur la dernière partie, c'est l'importance de la collaboration et des rituels de communication. Donc DevOps, tout comme Scrum, est une méthode qui vient avec des rituels, et ces rituels cherchent à favoriser, à simplifier la communication. Pour vous donner quelques idées un peu concrètes, donc on retrouve les fameux stand-up meetings, qui sont des meetings où tout le monde est debout pour avoir un engagement maximal et une durée courte. Les revues d'architecture, parce que justement, elles vont servir de pont entre les opérations, le développement et les architectes. Et puis, je termine juste en vous citant une très jolie citation de Mary Popendick, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui dit finalement, dans ce mode de Lean Software, on passe d'un mode projet qui est très contractuel, qui est vraiment notre culture, MOA, MEE, avec des expressions de besoin et des contrats de service, à un modèle produit qui est beaucoup plus continu et qui est quand même essentiellement fondé sur la collaboration. Alors je vais maintenant terminer en revenant sur l'importance de
de la communication. Dire que le pilotage des flux d'informations d'entreprise est une fonction clé du management n'est pas une idée nouvelle, elle date des années 70 dans l'excellent bouquin de March and Simon. En revanche, donc on pourrait dire finalement c'est pas un sujet nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que la complexité dont j'ai parlé en introduction rend ce problème de plus en plus visible, prégnant. Une remarque due à Dominique Velton, mais qui est importante pour bien poser le problème, c'est que la difficulté qu'on a avec l'information n'est pas de la transmettre, on a des tas d'outils, c'est de la digérer. C'est-à-dire c'est bien la communication est un processus où la ressource rare, c'est le temps de celui qui écoute. Ça n'est pas donc le sujet dont je vais parler ici n'est pas comment diffuser de l'information. La question c'est comment on gère dans ce monde complexe sur lequel on a de plus en plus besoin d'ingérer des nouvelles connaissances, comment on gère cette surabondance d'informations et comment on gère le temps. Alors, une des thèses du livre est que les pratiques 2.0, et après les outils, mais je parle des pratiques, apportent une partie des solutions. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, la plus simple à comprendre, c'est que ça permet, c'est le titre du transparent, de communiquer plus vite. Donc, les outils qui permettent de communiquer par message court, ce que vous pratiquez si vous utilisez Twitter ou Facebook ou autre, ces outils-là permettent de libérer des flux d'informations. Il y a un très très bon exemple cité par Andrew McAfee d'un patron qui utilise Twitter pour finalement donner les feedbacks de ses clients qui visitent. C'est un patron d'entreprise logicielle, un peu comme celle qui ont reçu des prix tout à l'heure. Il passe sa vie avec ses grands clients, ce qui est normal. Et finalement, il obtient sur le Gemba, sur le terrain, des informations extrêmement riches. Et sa constatation, c'est avant, je les relayais en comité de direction, les gens notaient soigneusement, et puis ça passait par la voie hiérarchique, ça n'arrivait jamais nulle part. Maintenant, grâce à des outils de type Twitter, ça diffuse dans l'entreprise. Donc on a un premier bénéfice de ce type d'outil. Un autre bénéfice de l'approche 2.0, c'est l'espèce d'auto-organisation, c'est-à-dire que toutes ces plateformes collaboratives, que ce soit des wikis, des Facebook d'entreprise, des choses comme ça, permettent finalement aux morceaux d'information de s'auto-assembler directement et de pas avoir à les ranger en quelque sorte. Ils s'auto-organisent. Et ça, on gagne du temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de la force des liens faibles. Donc, un des intérêts de l'entreprise 2.0, de l'approche 2.0, c'est effectivement de permettre à ces liens faibles de se cultiver, de se renforcer et d'émerger. Ça conduit... alors ça casse un des grands drames des grandes entreprises, qui sont les silos, qu'on a tous du mal à... on cherche tous à les faire disparaître, mais malgré tout ils existent. Et un des intérêts de ces plateformes 2.0 collaboratives, c'est de pouvoir tisser ces liens faibles et s'assurer qu'ensuite, quand on a des besoins d'innover, de créer ou de dépasser une difficulté, on a bien cette grande capillarité des liens entre les collaborateurs. Ça permet aussi, une fois que ce réseau de liens faibles est construit, de faire de l'auto-organisation et de permettre à des projets ou des structures projets d'émerger sans passer par le mode top-down de nos grandes entreprises classiques. Alors, je vous ai dit, premier avantage, communiquer plus vite. Le deuxième avantage est encore plus intéressant. Les outils 2.0 permettent de toucher les bonnes cibles. Alors, réfléchissez, on va prendre un petit peu de recul. La plupart d'entre nous communiquons avec deux outils qui sont effectivement le téléphone et l'email. Et ces deux outils ont en commun d'avoir un carnet d'adresses. Donc en fait, ces outils sont faits pour communiquer structurellement avec les gens que vous connaissez. Alors ça tombe bien, 99% du temps, on a envie de communiquer avec des gens qu'on connaît. Mais ils sont très peu adaptés pour communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont en fait les bonnes compétences ou sont en fait les gens avec qui on devrait parler. Donc, dès qu'on fait un peu de sociologie, et on constate, on fait une analyse des graphes d'appel ou des graphes d'email, on constate l'effet club. On constate ce qu'on sait bien, tous ceux qui sommes dans des grandes entreprises, qu'on est dans de très grandes entreprises et en fait, on fait toujours appel aux mêmes. C'est le fameux effet. L'intérêt de l'approche 2.0, c'est de casser ça, c'est de permettre d'avoir des outils de communication, alors que ce soit des blogs, il y a plein de... Les outils ne comptent pas vraiment, ce qui est important, c'est le changement culturel et le changement de perspective. Donc, ces outils permettent de s'adresser à des personnes en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leurs compétences, alors soit il y a des communautés, alors avec des tas de mécanismes,
Mais ce qui est important, c'est qu'ils permettent effectivement, lorsque je me pose une question de sécurité, par exemple sur mon sujet favori qui sont les box, je vais pouvoir aller toucher des gens qui sont des anciens collaborateurs à la DSI, qui ont une compétence pointue en cryptographie, que je ne connais pas nominativement. Voilà. Donc je ne serais pas arrivé. Alors j'aurais pu envoyer un email à Olivier Hess, qui est dans la salle, en disant « Tiens, il n'y a pas quelqu'un chez toi qui connaît », mais c'est profondément moins efficace que de dire « Tiens, on a un vrai sujet de protection de clés, on crée un petit groupe, parce qu'on a maintenant un outil de type Facebook qui fonctionne très bien, et s'il y a des gens qui sont intéressés par la cryptographie, ils vont probablement voir ce qui se passe et participer. » Alors, c'est normalement le moment où on se dit « Ok, je comprends, mais déjà aujourd'hui on souffre de trop d'informations, on a trop de mails, trop de réunions. Si on rajoute un outil de plus, ça va tout simplement être le proverbial goutte d'eau qui fait déborder le vase. » Donc, comment fait-on? Est-ce que le monde entreprise 2.0, c'est du spamming 2.0, c'est-à-dire une nouvelle échelle dans la surcharge informationnelle? La première chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que l'entreprise 2.0 n'est pas un grand machin déstructuré. C'est-à-dire que la structure un peu fractale, si vous me permettez l'expression, en tout cas récursive, en poupée russe de l'entreprise, doit s'exercer aussi dans le monde 2.0. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer non pas un grand réseau 2.0, une grande famille, mais des réseaux de réseaux à toutes les échelles, parce que sinon, tout simplement, on a créé quelque chose de non gérable. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce sujet de surcharge informationnelle et dire le réseau qu'on est en train de créer, puisque, selon les mots de Peter Drucker, on est dans le monde de la société d'information et nous sommes tous des knowledge workers, donc on a tous ces agents de la connaissance liés par ce réseau de transmission d'informations. Ce réseau, il peut être soumis à deux difficultés un peu évidentes. La première, c'est dans ce monde merveilleux où tout le monde est connecté avec tous ces outils, est-ce qu'on n'a pas de la redondance? Est-ce qu'on ne risque pas qu'une information vienne de l'extérieur? Et en fait, dans une grande entreprise, on découvre que chacun fait un peu le même travail dans le traitement de cette information. Le second sujet, c'est finalement un sujet d'équilibre, d'homéostasie par rapport au flux extérieur. Comment on évite que lorsqu'il y a trop d'informations, les acteurs passent plus de temps à digérer qu'à agir, hein, puisque la connaissance consiste à transformer une information en action. Si les outils 2.0 que je vous ai vantés dans les slides précédentes servent à ce que tout le monde passe 50% de son temps à digérer des flux, moins de travail sera produit. Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette excellente question posée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des principes très proches d'ITIL. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on ne peut pas gérer tous ces flux d'informations sans un minimum de règles et de professionnalisation. Ce qui est un message, alors aujourd'hui je parle à des gens qui font de la production, donc c'est un message facile. Quand je fais le même exposé dans le monde très branché du 2.0 et du web social, c'est un message un peu plus difficile, mais j'ai vraiment une conviction forte que le déploiement d'outils très modernes, issus du comportement de nos jeunes et de nos adolescents, doit s'accompagner de l'équivalent d'ITIL dans la façon de traiter, synthétiser et redistribuer l'information. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est des choses qu'on se dit depuis des dizaines d'années. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, les principes du Lean s'appliquent parfaitement à ce problème-là. C'est-à-dire que traiter les flux en étant pilotés par la demande client et donc en mode pull et pas en push est une excellente façon d'éviter l'avalanche de mails ou l'avalanche de notes ou l'avalanche de documents ou l'avalanche de messages sur nos SharePoint. Enfin, quel que soit, on voit bien que ce n'est pas une question technologique, quel que soit le médium, la richesse d'informations que nous avons disponible peut nous conduire dans nos organisations à faire une abondance de trucs. Voilà. Donc gérer ça, c'est bien faire du Lean, c'est-à-dire s'assurer que quand on produit une information à destination de quelqu'un, ce quelqu'un en a réellement besoin sous la bonne forme au bon moment. Alors pour conclure, le message général est que on va voir émerger, on est en train de voir émerger un nouveau mode d'entreprise que j'ai appelé un peu à titre de provocation, Lean Entreprise 2.0. La provocation est que, vu de l'extérieur, on a tendance à penser que le monde Lean, c'est du monde
de processus très cadrés façon Toyota, et que le monde 2.0, c'est du monde américain, Silicon Valley, Facebook est extrêmement déstructuré. Et je crois que là, il faut aller au-delà de l'opposition, qui est valide, hein, et se dire que dans les deux cas, on cherche à répondre à des défis qui sont très concrets et bien réels, et que les besoins, ce que je dis, les besoins de la complexité du XXIe siècle exigent une transformation. J'ai essayé de vous convaincre très brièvement que la pratique de la communication 2.0 répond à des problèmes très concrets que nous avons, je dirais des problèmes 1.0. Donc ce n'est pas la science-fiction, c'est plutôt comment résoudre aujourd'hui les problèmes. Et la preuve principale que je peux apporter, c'est que chaque fois que je fais un exposé, je commence par faire la constatation que tout le monde fait, que nous passons trop de temps en réunion et à traiter nos mails, et c'est ce truisme évident est la conséquence directe de la difficulté que représentent ces flux d'informations. Le deuxième message, il va revenir à la dimension humaine forte de la transformation que nous avons à faire devant nous, et donc c'est une révolution qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter des outils, il ne s'agit pas de déployer de nouvelles technologies, il s'agit bien de changer la culture de communication et de collaboration, et ça prend du temps. Il y a une sorte d'échelle de maturité qu'on peut faire, hein, comme on le fait dans le monde de CMMI ou ITIL, et on ne peut pas brûler les étapes. Si on cherche à aller trop vite, on se met à brûler les hommes, et ça ne fonctionne pas. L'enjeu principal, hein, de cette transformation, c'est bien de remotiver des acteurs d'un processus complexe qui sont un peu perdus devant la complexité. Je vous renvoie à l'excellent livre de François Dupuis, Lost in Management, qui montre pose très bien le diagnostic. Pour sortir du problème, on a besoin de remettre du sens et de remotiver. Voilà. Et au-delà des différences, il y a des points communs à ce que je vous ai présenté, qui est donc l'accent mis sur la rapidité et l'agilité. C'est pour ça que Thierry m'avait demandé d'apporter cette contribution. L'importance de la collaboration et de la communication. Et puis, si on prend encore un peu plus de recul, et je vais terminer là, l'importance de l'apprentissage. Michael Ballet, qui est un des grands spécialistes du Lean en France, insiste toujours dans chacun de ses expositions, dans le Lean, c'est avant tout une façon de penser l'entreprise pour en faire un lieu d'apprentissage permanent des compétences. Parce que c'est d'une part ce dont l'entreprise a besoin, et d'autre part c'est ce qui motive fondamentalement les collaborateurs.